Au sommaire de cette édition, les 22 et 23 février 2024, se tiendra au CRAE dans la commune du Plateau, la 3e édition du Salon de l'investissement immobilier Babi Modèse Simo. Quelques mois avant cet événement, les initiateurs ont annoncé les innovations majeures au cours d'une conférence. La 12e promotion du PMT Entendez Programme for Management Development du M2 Business School est récemment sortie. Une cérémonie a consacré la remise de leur parchemin à Abidjan. Et nous parlerons également dans ce journal de l'exploitation minière avec le ministre Koulibaly Sangafoa qui a procédé à l'ouverture de la mine d'or d'Aboujar, c'est à Daloa. Bienvenue à vous et merci de nous rejoindre pour le point de l'actualité sur Business 24 Africa. Ouvrons ce journal avec la 3e édition du Salon de l'investissement immobilier Babi Modèse Simo. Récemment, les responsables de l'agence Angle 360 étaient face à la presse. Ils ont procédé au lancement de la 3e édition du Salon de l'investissement immobilier Babi Modèse Simo. Ce salon se tiendra les 22 et 23 février 2024 au CRAE dans la commune du Plateau. L'édition de 2024 aura pour thème « Investissement immobilier et le futur de l'urbanisation, nécessité impérative d'une approche holistique ». On retrouve Eunice Bogou et Doumbia Yuba pour le compte-rendu. Face à la presse ce vendredi 10 novembre, la 3e édition des Babi Modèse Simo ou encore Salon de l'investissement et de l'immobilier a été annoncée par les organisateurs. L'axe 3 du salon aura lieu les 22 et 23 février 2024 à l'espace CRAE au Plateau. Les Babi Modèse Simo, c'est un espace de rencontre, d'échange, de découverte et d'information sur les problématiques de l'immobilier. L'événement est destiné aux professionnels de l'immobilier, notamment les investisseurs, les fonds de pension, banques, assurances, régulateurs et promoteurs. Le thème choisi pour 2024, investissement immobilier et le futur de l'urbanisation, nécessite impérative d'une approche holistique. Les organisateurs annoncent les innovations. Le salon est articulé en 4 phases, en 4 demi-journées. La première demi-journée est une journée financière où tous les acteurs de la finance et de l'argent qui est très attendu se rencontrent. L'après-midi, c'est assez technique où c'est plutôt les acteurs de la promotion, de la construction, du cadre de bâti, de plusieurs qui se rencontrent. Le 3e palier qui a lieu le lendemain est un moment où on réunit l'État. L'année dernière, il y a eu le CNPPP et où on parle de choses internationales. Le rendez-vous est donc pris pour les 22 et 23 février 2024 pour la 3e édition du Salon de l'investissement immobilier. Le Forum d'affaires et d'investissement Côte d'Ivoire-Amérique du Nord ou encore Côte d'Ivoire North America Business Forum a ouvert ses portes ce lundi à l'hôtel Radisson Blu d'Abidjan. Thème de cette édition, engager l'économie ivoirienne dans un partenariat renouvelé. Les détails avec Anja Sémian. Pour cet événement de haute portée visant la promotion des relations économiques entre la Côte d'Ivoire et les pays d'Amérique du Nord, à savoir les États-Unis, le Canada et le Mexique, de nombreuses personnalités étaient aux côtés d'Enza Camara, consul général de Côte d'Ivoire à New York et délégué général du service promotion économique de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Bienvenue au Forum d'affaires et d'investissement Côte d'Ivoire, Amérique du Nord ou encore Côte d'Ivoire North America Business Forum qui a ouvert ses portes ce lundi au Radisson Blu d'Abidjan. Patronne de cette rencontre qui réunit les ministères et structures publiques en charge de la promotion de l'économie et des affaires étrangères ivoiriennes, les organismes du système américain installés en Côte d'Ivoire, les investisseurs américains et les diplomates. La présidente du Sénat, Kandia Kamisoko Kamara, a choisi les mots justes pour galvaniser les investisseurs en ces termes, vendant la destination Côte d'Ivoire. Elle n'a pas manqué de saluer la détermination et le dévouement des différents ambassadeurs en faveur de l'approfondissement des relations de coopération économique entre la Côte d'Ivoire et l'Amérique du Nord. Un acte qui traduit selon elle leur foi en l'établissement d'un partenariat gagnant-gagnant entre la Côte d'Ivoire, les États-Unis d'Amérique, le Canada et le Mexique. L'économie de la Côte d'Ivoire se présente, on l'a dit tout à l'heure, comme la plus prospère
de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, et depuis plus d'une dizaine d'années comme l'une des plus dynamiques d'Afrique et du monde. Sa résilience face aux récents chocs économiques internationaux, ajoutée aux profondes transformations structurelles engagées sous la haute autorité du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, avec notamment l'institution d'un nouveau code des investissements plus attractif, offre des conditions extrêmement favorables aux affaires et aux investissements. En tant qu'acteur important de l'établissement des relations entre la Côte d'Ivoire et les pays d'Amérique du Nord, le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, représenté par le ministre délégué Wotabuna Ouattara, a salué la cérémonie qui symbolise l'apport de la diplomatie ivoirienne dans le dynamisme de l'économie nationale. Pour leur part, les ambassadeurs des États-Unis, Jessica Davis, et son homologue Anderson Blanc du Canada se sont engagés à travailler davantage pour rehausser le niveau d'investissement de leurs investisseurs en Côte d'Ivoire, notamment avec les instruments tels que l'African Growth and Opportunity Act, qui signifie en français « Loi sur la croissance et les opportunités économiques en Afrique » pour les États-Unis et plusieurs conventions et partenariats existants entre la Côte d'Ivoire et le Canada. Le 24 janvier 2023, le syndicat national des propriétaires de points de vente Mobile Money de Côte d'Ivoire, SYNAMCI, et Ticketama, une entreprise de vente de tickets événementiels, signaient un accord. Le samedi 11 novembre 2023, à Abidjan, le SYNAMCI a convoqué ses militants pour leur expliquer les termes de cet accord. La rencontre a aussi permis à la société Ticketama d'expliquer sa stratégie de vente et les gains du SYNAMCI. Plus de détails avec Philippe Zabo et Dombi Ayouba. C'est un partenariat gagnant-gagnant qui a été signé entre le SYNAMCI et Ticketama au dire des deux représentants des deux structures. Ticketama s'appuyant sur le réseau de points de vente du SYNAMCI pour écouler ses billets de spectacle. En retour, une commission est reversée aux agents du SYNAMCI. Il faut dire que ça fait plus de 10 mois que Ticketama et SYNAMCI ont signé un partenariat. Le contenu du partenariat, il y a SYNAMCI met à disposition son réseau de PDV à la disposition de Ticketama. Donc, ce qui crée un réseau sur l'ensemble du territoire national et permet de faciliter la vente des tickets. Vu que les gains de la vente ordinaire de monnaie électronique est en chute libre, ce protocole d'accord est une opportunité selon le secrétaire général adjoint du SYNAMCI. Depuis un certain moment, nous avons vu nos commissions dégringoler. Les opérateurs, les émetteurs de la monnaie électronique ne font que diminuer nos commissions, jour et nuit, de façon drastique d'ailleurs. Et nous avons décidé de nous réinventer, comme certains le disent. Nous avons décidé d'apporter des ressources revenus supplémentaires qui n'ont rien à voir avec les opérateurs traditionnels que nous avons, tels que les émetteurs de monnaie électronique. Pour l'activité que nous faisons généralement avec eux, elle est beaucoup plus basée sur le dépôt et le retrait. Donc avec la diminution progressive des commissions, nous avons trouvé qu'il était judicieux de trouver d'autres partenaires qui n'ont rien à voir avec le dépôt et le retrait. C'est pourquoi le choix a été porté sur Ticketama, qui est une structure de billetterie numérique. Je peux dire que l'achat des tickets en ligne et puis l'activité que nous faisons sont complémentaires. Ticketama ambitionne de créer plus de 5000 emplois en Côte d'Ivoire d'ici 2025. Parlons de sécurité maritime à présent. Pour répondre à la problématique liée à la gestion de la pêche sur les côtes du golfe de Guinée, l'Institut de sécurité maritime interrégionale de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer a organisé un stage national de formation. Placé sous le thème « Inspection des pêches », la formation est destinée aux agents de la DEGAMP et de la direction des pêches. Son objectif est d'outiller les agents concernés afin de réduire considérablement la pêche illicite au large des côtes ouest-africaines. Anja Sémian. 25 agents issus de la Direction générale des affaires maritimes et portuaires ainsi que de la Direction de pêche sont en séminaire de formation. Organisé par l'Institut de sécurité maritime interrégionale de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, ce stage de formation s'articule autour de l'inspection des pêches.
Mais vous savez également que la pêche est confrontée à des menaces, ce qu'on appelle la pêche illégale. Aujourd'hui qui sévit non seulement dans notre pays, sur les côtes de notre pays, mais sur les côtes de l'Afrique, et c'est devenu même un phénomène mondial. Et dans ce cadre-là, nous avons signé un partenariat avec la Direction générale des affaires maritimes et portuaires, la DGAM, pour former leurs agents qui sont sur le terrain. La DGAM intervient déjà par la présence de son personnel ici à la formation, qui sont pratiquement sur toute la côte, dans les arrondissements maritimes, afin de surveiller les activités de pêche le long du littoral. La pêche illicite, non déclarée et non réglementée constitue une menace sérieuse pour les stocks de poissons et l'environnement marin. Sur une réserve de plus d'1 million de tonnes dans le golfe de Guinée, la pêche INN représente 37% des captures, engendrant un coût de 1,3 milliard de dollars par année. Pour y faire face, la maîtrise des procédures de contrôle et d'inspection des pêches est nécessaire pour les auditeurs. Le premier module, c'est là le cadre juridique, l'arsenal juridique, parce que si tu as une inspection de pêche, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut, quels sont les codes, quelles sont les conventions qui s'occupent de l'inspection de pêche. On va voir aussi comment calculer le coefficient d'arrimage, de stockage au niveau des différents cales de poissons. Ce stage de l'inspection des pêches organisé par l'Institut de sécurité maritime interrégionale est le premier d'une série de formations certifiantes prévues au titre de l'année 2023. Une parenthèse consacrée aux activités du M2 Business School. Sorti le samedi 11 novembre 2023 au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan de la 12e promotion du PMD, Programme for Management Development de M2 Business School. Il s'agit d'un programme qui propose des formations sur mesure à des dirigeants qui n'ont pas l'intention de s'endormir sur leur laurier. La cérémonie de remise de parchemin aux impétrants a eu lieu en présence des invités, amis, connaissances et autres alumni. Ils sont 74 impétrants à avoir reçu ce 11 novembre leur parchemin à l'issue de 9 mois de formation dans le cadre du programme PMD, Programme for Management Development. Il s'agit d'un programme mis en place par la M2E Business School pour permettre, entre autres, aux participants d'exceller et d'innover dans leurs responsabilités et assurer de nouveaux défis. Aujourd'hui, ils sont satisfaits d'avoir fait cette aventure qui leur permet en pratique d'évoluer sur le plan professionnel. Alors ce programme est venu mettre de l'ordre dans mes idées et je suis un passionné de la formation. C'est un programme de haut niveau, de très bonne qualité. Ça m'a permis aujourd'hui de prendre de belles décisions et comme je le disais tantôt, d'organiser même mes idées. Une satisfaction déjà parce que ça n'a pas été aisé de gérer en même temps tes responsabilités professionnelles, gérer la famille et suivre ce programme qui est aussi dense. Et donc, si par la grâce de Dieu on a pu faire ce chemin jusqu'à aujourd'hui et avoir ce couronnement, en tout cas personnellement d'abord c'est toute une satisfaction. Un programme qui m'a beaucoup appris, qui a changé beaucoup de choses en moi, surtout le côté management. C'est ce qu'on a beaucoup appris là-bas. Vraiment, je suis très fière et je suis partie à cette formation pour renforcer mes capacités et mes capacités ont été renforcées. Pour le directeur de la M2E Business School, Martin Frigola, cette 12e promotion a fait preuve de beaucoup de résilience. Une deuxième promotion qui ont été très studieux. Je pense qu'ils ont profité très bien du programme. Et après, qu'ils sont des gens aussi très joyeux et qui savent bien s'amuser lorsque c'est nécessaire. Ils se sont réunis très souvent et je pense qu'il y a une grande fraternité entre tous. Donc le programme dure 9 mois, commence en mars et finit maintenant en novembre. Et au milieu, ils ont une semaine à Barcelone. Ce programme est un standard international pour la formation des entrepreneurs et managers qui veulent développer leur vision globale de l'entreprise et leur rôle de leader pour faire face aux difficultés de gestion. Le PMD se déroule avec l'appui des entreprises et partenaires et surtout l'accompagnement de l'Espagne à travers son ambassade en Côte d'Ivoire. Je suis très heureux de participer, d'assister aujourd'hui
à cette cérémonie de remise des diplômes de cette promotion. Et je vois partout dans les cadres publics, dans les cadres privés des entreprises, des personnes qui se sont formées à MDE. Et je vois que ce leadership, ce n'est pas seulement un leadership pour la formation en excellence en ce qui concerne les mondes d'affaires, mais aussi pour les services du bien commun. Et ça, je crois, c'est un note de référence qui fait très particulière la formation des ISC Barcelone. Le PMD est l'un des 4 programmes que propose la MDE Business School. Elle veut surtout développer une institution de formation académique et de recherche pour les cadres dirigeants de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique francophone. C'était un compte-rendu de Pierre Tebeu et Richard Akeke. L'ONG américaine Jedus Network et la Confédération mondiale des excellents adolescents ont signé une convention de partenariat. L'objectif de cet accord est d'éradiquer en milieu scolaire la tontine sexuelle, les grossesses précoces et la consommation de stupéfiants. Djekou de Silva Augustin Kra, commenté par Konena Nogo. Éradiquer les grossesses précoces, la consommation de stupéfiants et la tontine sexuelle en milieu scolaire. C'est l'objectif visé par l'ONG américaine Jedus Networks et la Confédération des excellents adolescents. Les deux organisations veulent également faire la promotion de la santé en milieu scolaire et universitaire, la promotion des activités éducatives pour l'amélioration du bien-être collectif. Le thème, par exemple, concernant les jeunes filles, de la tontine sexuelle. C'est difficile à comprendre, Et aussi la drogue qui mine vraiment la jeunesse depuis, ça maintenant, ça fait beaucoup d'années que nous vivons cela. Et nous essayons de les accompagner, de les récupérer. Et au fil du temps, quand on trouve des solutions pour un type de drogue qu'ils consomment, ils sont tellement intelligents dans leur monde. L'adolescence, là, c'est là où l'esprit fonctionne bien et beaucoup. Ils trouvent d'autres modes de consommation pour échapper aux standards que les parents connaissent. J'ai été dépêché par le Bureau mondial, ici à New Jersey, venu participer à la signature de la convention avec la Confédération mondiale des excellences ados. Et je pense que dans le cadre de cette convention, nous avons donné la latitude à notre représentante résidente ici de vraiment veiller à ce que tout se passe bien comme décrit dans les conventions. Pour Gisley Yapi, professeur en psychologie de l'éducation, sauver la jeunesse, c'est préserver l'adolescence. La stratégie, c'est d'encourager tous les jeunes gens à se préparer et d'atteindre d'abord la maturation avant d'être consommés. S'il s'agissait d'une femme, d'une jeune fille, ou bien si c'était un jeune garçon, il fallait attendre jusqu'à la maturation avant de consommer adulte. Et donc, il s'agit de prévenir et de permettre aux enfants vraiment de s'abstenir sur tout ce qui est fléau. Notons qu'en milieu scolaire, 3588 cas ont été enregistrés en 8 mois. C'est le nombre alarmant qu'a enregistré la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire. Ce journal se poursuit avec une page apprentissage de l'anglais. C'est la saison des brunchs et celui-ci s'appelle le brunch des bilingues. 10e saison, pour ne pas dire 10e édition, il est l'œuvre du cabinet Superprof spécialisé dans l'apprentissage de la langue de Shakespeare. C'était récemment dans la commune de Makori. À cette occasion, une trentaine d'auditeurs ont reçu le parchemin de fin de formation. Issa Badini et Tima Traoré nous font le point. Je me nomme Soumao Korotou. Ce qui m'a poussé à ce programme, puisque je suis mariée, maintenant mon mari est aux États-Unis, donc il veut que je dois lui rejoindre là-bas. Donc pour aller là-bas, il faut forcément parler anglais. Je suis de profession policier, en apprenant l'anglais, surtout avec le travail que je fais. Vous savez, c'est un travail d'interaction, vous avez tout le monde sur le terrain, des anglophones, des non-anglophones, ainsi de suite. En apprenant l'anglais, ça ouvre déjà mon champ d'échange. Kofi et Korotou ont des objectifs différents, mais avaient tous des besoins de l'anglais pour les réaliser. Comme eux, ce sont 33 auditeurs qui reçoivent ici leur parchemin après 3 mois de formation en anglais. Le formateur, c'est cabinet.
Superprof Consulting, fondé par cet homme, professeur d'anglais de son état. Les éditions passées, ce qu'on faisait, c'était juste des cérémonies de remise de certificats. Cette fois-ci, on a voulu, au-delà de ce qu'on fait habituellement, créer le cadre. Un cadre convenable à tous ceux qui apprennent l'anglais ou alors qui enseignent l'anglais pour un partage d'expériences sur divers sujets. On apprend l'anglais pour pouvoir avoir des opportunités de travail. On apprend l'anglais pour pouvoir poursuivre ses études à l'étranger. Le cabinet Superprof Consulting a organisé aujourd'hui la 10e cérémonie de remise de certificats. Et on a profité un peu avec la tendance du moment pour faire une petite festivité en l'appelant brunch des bilingues. Une remise de certificats qui intervient dans le cadre des rendez-vous cabinet dénommé le brunch des bilingues. Des retrouvailles à danser, à manger et à boire. Le brunch des bilingues est aussi un cadre de partage d'expériences autour des panels. Direction Yamoussoukro. Au Sénat de Côte d'Ivoire, la commission Recherche, Sciences, Technologies et Environnement a reçu le vendredi 10 novembre 2023 Bouaké Fofana, ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité pour l'examen du projet de loi portant Code de l'hygiène et de la salubrité. À l'issue des travaux, la commission a adopté à l'unanimité le projet de loi soumis en examen. Charles Kouakou. Pour le ministre Bouaké Fofana, ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, l'émissaire du gouvernement, ce projet de loi est une réponse de l'État face à une dégradation préoccupante du cadre de vie des populations liées au manque d'hygiène et à une insalubrité sans cesse grandissante, tant en milieu urbain que rural. Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur sur l'hygiène et la salubrité sont disséminées dans divers textes relatifs notamment à l'environnement, à la construction, à l'assainissement, à l'urbanisme, à la santé et au domaine public. La diversité des textes et leur multiplicité ont contribué à fragiliser le secteur de l'hygiène et de la salubrité. C'est pour pallier toutes ces insuffisances que ce projet de loi a été soumis au Parlement. Il s'agit, à travers celui-ci, de mettre en place un mécanisme juridique cohérent pouvant soutenir toutes les réformes institutionnelles engagées et à venir dans les secteurs de l'hygiène et de la salubrité. Ce texte nous donne les moyens effectivement d'améliorer le cadre de vie des populations, les questions d'hygiène, les questions de salubrité. À la mesure des ambitions de la Côte d'Ivoire et lors de la préparation des décrets, nous allons apporter des précisions supplémentaires qui vont nous dire comment ce texte va être appliqué. Mais il est important, nous sommes arrivés à un stade en Côte d'Ivoire où il est important que nous arrivions à améliorer, puisque c'est une obligation constitutionnelle. À l'issue des débats, les membres présents de la commission ont adopté à l'unanimité le projet de loi portant Code de l'hygiène et de la salubrité. Partons maintenant pour Bouaké. Dans la mise en œuvre des accords de la ZLECAf, un protocole est dédié aux femmes et aux jeunes pour leur permettre de tirer parti des opportunités offertes par ce vaste marché de libre-échange africain. À cet effet, le Comité national de la zone de libre-échange continental africain a rencontré les femmes exportatrices de Bouaké pour leur présenter les atouts que regorge ce marché intra-africain. Emmanuel Bonzo. Elles sont venues en grand nombre, ces femmes commerçantes et exportatrices exerçant à Bouaké et ses environs. Le temps d'une journée, elles sont venues s'imprégner des opportunités offertes par la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. Ce vaste marché intra-africain accorde en effet une place importante aux femmes en raison de leur contribution significative à la croissance économique. Mais avant, elles doivent comprendre les enjeux et intérêts de ce marché unique en renforçant leurs capacités. Il est de notre responsabilité d'informer, de nous mettre au service donc de ces dames, de ces braves femmes qui exportent, pour leur donner l'information, n'est-ce pas, pouvant leur permettre justement de se préparer, savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, de sorte à être très à l'aise dans l'activité qu'elles ont choisie, c'est-à-dire le commerce transfrontalier. Parce qu'in fine, ce que nous recherchons, c'est la compétitivité des produits locaux. C'est de les informer sur l'existence de la nouvelle agence d'exportation et de voir comment ensemble nous pouvons collaborer pour mieux aider les femmes exportatrices de cette région. C'est donc une démarche préparative des esprits effectuée par le Comité national de la ZLECAf
en faveur des femmes commerçantes et exportatrices de Bouaké. Cela a consisté à leur présenter les partenaires et les mécanismes de pénétration de ce marché et surtout comment tirer profit de cet espace unique de libre-échange. Pour le moment, je suis à l'intérieur ici. C'est là que je fonctionne. Mais peut-être que ça va m'indiquer des opportunités qui vont me permettre de sortir de cette zone de confiance où je suis. J'aimerais qu'on pense aux femmes de Bouaké. Pour l'agrément, ce ne sont pas les hommes seulement qui sont là. Qu'il y a les femmes battantes encore qui sont là, qui travaillent aussi sur la route. On a besoin d'agrément pour évoluer. Cette journée de sensibilisation s'inscrit dans une série de rencontres permettant aux femmes commerçantes et exportatrices de mieux cerner les atouts et les subtilités de la mise en œuvre des accords de la ZLECAf. Au cours du mois de décembre 2023, un festival de promotion des acteurs de l'entrepreneuriat du district autonome du Zanzan et de valorisation des potentialités des régions du Gontougo et du Boukani, dénommé le Gbiwalogo Festival, sera organisé. Quelques semaines avant cette date importante, les initiateurs ont animé une conférence. Le point avec notre correspondant régional, Anissé Kouadio. Du 20 au 22 décembre prochain se tiendra à Bondoukou la première édition du Gbiwalogo Festival. Avant ce grand rendez-vous consacré à la promotion de l'entrepreneuriat et à la valorisation des potentialités économiques, agricoles, touristiques et culturelles de la région du Gontougo, le réseau des jeunes entrepreneurs pour l'épanouissement du Gontougo, REGEG, structure initiatrice du Gbiwalogo Festival, a tenu à rassembler les acteurs du secteur agricole, touristique, culturel, économique et industriel de la région pour le lancement de ce festival. La promotion de l'entrepreneuriat, de faire la promotion de l'excellence, de faire la promotion de l'innovation, de sorte à pouvoir impulser le développement tant attendu. Le Gbiwalogo Festival a pour objectif de donner plus de visibilité aux champions locaux dans différents secteurs d'activité. Les organisateurs ont pour ambition également de faire de Bondoukou une ville propre, où les populations s'approprient les notions de protection environnementale, d'où le lancement du Salubrité Challenge. On a dénommé cette compétition Challenge Salubrité. Elle met en compétition tous les quartiers de la ville. Le festival du Gbiwalogo est un incubateur de talents. Ce sera véritablement une aubaine, une occasion pour faire éclore des talents. Le préfet me demande de vous dire que tout ce qui a trait à la jeunesse, il y attache du prix. Mettre à votre disposition tous les départements de l'administration ivoirienne ici pour vous accompagner. Bien sûr, sur la voie de la qualité. Le Gbiwalogo Festival, qui signifie en Koulongo le grand jour, est prévu se tenir du 20 au 22 décembre prochain à Bondoukou. C'est plus de 10 000 participants qui sont attendus et plus de 200 exposants qui viendront présenter leurs produits au grand public. Je vous l'annonçais en titre, la Côte d'Ivoire a un énorme potentiel géologique et minier qui reste encore inexploré. C'est pourquoi elle a axé sa politique minière sur l'intensification et la diversification de l'exploration, l'exploitation et la transformation. Dans cette optique, en partenariat avec la société minière de la Lobo, le ministre Koulibaly Sangafo a procédé le samedi 11 novembre à Gregbeu, sous-préfecture du département de Zoukoube, à l'ouverture de la mine d'or d'Aboujar, c'est à Daloa. Le commentaire de Zénab Dosso. Le samedi 11 novembre, c'est la mine de Gregbeu, dans la sous-préfecture de Zoukoube, qui a été inaugurée, donnant lieu à des allocutions. La première faite par le président du conseil régional qui a indiqué que l'ouverture de cette mine d'or offre des opportunités d'emploi aux jeunes et d'action sociale pour les populations locales. Au-delà de la symbolique de la cérémonie, c'est ce que cette mine va apporter à notre région en termes de création d'emplois, en termes d'opportunités pour les actions sociales envers les populations. À sa suite, le directeur général pays de la société minière de la Lobo a relevé qu'en dehors de la création d'emplois, du développement des infrastructures, de l'éducation et de la santé, cette entreprise contribue à la responsabilisation des communautés locales et l'amélioration de l'environnement. Quant au ministre des Mines, parrain de la cérémonie, il a procédé à l'installation du comité de développement local minier, une structure chargée d'adresser les besoins des populations dans le cadre de l'exploitation de cette zone aurifère. Comme vous le constatez, cela démontre que nous sommes sur la bonne voie pour faire du secteur minier
un important pourvoyeur de richesses conformément à la vision et à la volonté du chef de l'État. Le CDLM que nous venons d'installer va bénéficier à terme de 3,850 milliards de francs CFA. Les investissements dans la mine se sont élevés à 168 milliards de francs CFA. La production d'or annuelle est plus de 3 tonnes par an pour une durée de vie de 9 ans. 3 temps forts ont meublé cette cérémonie. La remise par le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie d'un chèque de 200 millions de francs CFA au comité du développement local minier, la coupure du ruban symbolique marquant l'ouverture officielle de la mine d'or à Abuja et la visite guidée de l'usine. En images, les créanciers officiels de la Zambie et le Fonds monétaire international ont émis des réserves sur l'accord de principe conclu entre Lusaka et les détenteurs de ces euro-obligations sur la restructuration de plus de 3 milliards USD de dettes. Conformément aux dispositions du cadre commun du G20 sur le traitement de la dette, les créanciers privés doivent participer à la restructuration de la dette des pays à faible revenu et à des conditions comparables à celles des créanciers officiels. En outre, l'Afrique fait face à un déficit d'infrastructures majeur avec un besoin de financement annuel estimé entre 68 à 108 milliards de dollars. Et depuis quelques années, les efforts se multiplient pour réduire ce gap. La problématique du développement d'infrastructures durables a été longuement discutée récemment au cours des Market Days 2023 de l'AIF à Marrakech. Le président de la BAD, Banque africaine de développement, Akiumi Adesina, a exhorté les différents acteurs à travailler ensemble pour trouver des solutions aux problèmes et favoriser une intégration accrue du continent afin de le rendre plus compétitif. Nous sommes à la fin de ce journal proposé par l'ensemble de la rédaction de Business 24 Africa. Restez sur la télé utile, l'information se poursuit.